Jérémy, donc toi, tu es né un 1er janvier 1975. Il paraît. Spécial quand même, 1er janvier, non? Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et tu as commencé, avant d'atterrir réveillon. dans le vin, à travailler dans la pub, c'est ça? Exactement, j'étais conseil média dans des grandes agences. À l'époque, les médias étaient intégrés dans la stratégie et donc je conseillais sur les stratégies d'achat médias. Et alors, comment tu as atterri dans un vrai métier? Parce que la pub, ça, on s'en fout, mais le vin, alors? Oui. Eh ben, il y a un petit clin d'œil au Rhône septentrional, puisque c'est un peu la région qui m'a emmené vers ce nouveau métier, puisque j'avais un petit club de joyeux lurons et on passait notre temps à aller dans le vignoble. Et il se trouve qu'en 99, on est allé à Ampuis. On est monté sur le plateau, on est allé chez Jean-Paul Janet, qui est un grand vigneron de Côte-Rôtie. Et puis on est retourné ensuite à Roanne avec une bouteille de 90 de Jean-Paul Janet qu'on a bu le soir dans un célèbre restaurant de Roanne. Et là, tu avais les révélations. Et j'ai dit, bah voilà, dans quelques années, il faut que je fasse ce métier. Et c'est ce qui s'est passé. À partir de 2005, Jérémy, donc tu es rentré complètement dans le vin, avec pas mal d'activités différentes. Oui, d'abord une agence événementielle, de la vente sur allocation de vins rares. À l'époque, c'était plus facile d'avoir du vin. On arrivait à en acheter dans les domaines où aujourd'hui tout est sur allocation. Donc on a eu vite des allocations dans des beaux domaines. Et puis après, j'ai commencé à écrire sur le vin. J'ai repris mes études. J'étais pas un très bon élève quand j'étais jeune, mais après, quand la passion arrive, on reprend les études avec grand plaisir. Alors en 2017, tu as eu le diplôme de Master of Wine. Alors ça, c'est pas forcément très connu du grand public, mais c'est le nirvana d'amateur de vin. C'est quoi ce diplôme? Alors c'est un examen qui existe depuis 1953, qui a été initié par la Vintners Company, donc qui est beaucoup plus connue dans le monde anglo-saxon, donc les marchands de vin anglais. Et c'était initialement en fait un diplôme qui était fait pour faire des grands acheteurs, puisqu'en Angleterre on a des grands acheteurs qui sont des experts de vin. Au fur et à mesure, ce diplôme s'est ouvert un peu à tous les métiers du vin. En 88, on a commencé à avoir le droit de passer le Master of Wine en n'étant pas anglais. Et on est à peu près 400 aujourd'hui à être Master of Wine dans le monde. Et donc c'est un examen qui prend quelques années, où on est un peu en apnée, où on parle vin, on respire vin, on dort vin tout le temps, et où on a notamment une grosse partie dégustation dans l'examen et une grosse partie théorique. Ouais, je vois Anthony qui prend des notes, là, Anthony, pour nos conversions. Alors, donc ça, tu es Master of Wine. Il y a combien de Français Master of Wine? 8. Vous êtes 8, vivants, hein, en pleine forme. Bon. Oui. Et la même année, en 2017, tu as aussi gagné le prix de Madame Bollinger. Oui. C'était quoi ce prix? C'est le prix qui récompense la meilleure performance à l'examen de dégustation. Donc il y a 3 unités de dégustation et il y a 36 vins à l'aveugle. Et donc voilà, Et tu te trompes jamais à l'aveugle là? Bien sûr, on se trompe. Et d'abord, un bon dégustateur, c'est pas forcément trouver, c'est comprendre le vin, c'est bien l'analyser. Donc c'est ça le plus important. Tu dis ça quand tu as perdu, quoi, non? Oui, oui. Et non, mais le vin est une leçon d'humilité permanente et oui. Plus on apprend, plus on sait ce qu'on ne sait pas. Donc je pense qu'on comprend vite qu'il y a encore beaucoup de chemin. Depuis 2018, tu as rejoint également Kedge, hein, donc c'est Bordeaux et Marseille, l'Union Sacrée. Notamment, tu diriges le département vin. Alors, on ne connaît pas forcément, donc il y a des formations spécifiques au vin? Exactement. On a 3 masters spécialisés en vin spiritueux, vin et hospitality. On a un bachelor qui est spécialisé vin et développement durable. Et donc, on a à peu près 300 élèves par an sur des programmes longs. En anglais? En anglais et en français. Et combien de pourcentage de non-français qui sont présents? Alors sur les programmes internationaux qui sont dispensés en anglais, une grande majorité. Ouais. Et puis après, on a un gros programme qui est en alternance et où donc ils sont dans des entreprises françaises, donc il faut être plutôt francophone. Alors Jérémy a également coaché, il était sparring partner de sommelier pour les championnats d'Europe, championnats du monde. C'est un vrai sport, ça se prépare, hein? Ah, bien sûr, oui, c'est comme la préparation d'un grand sportif de haut niveau. Tu aimes le foot? J'adore le foot. Tu supportes qui? Bon, je suis né à Paris, donc je suis quand même pour Paris. Tu supportes le PSG, oui. Et ils vont la gagner un jour, cette Coupe d'Europe, dans les 30 années à venir, par exemple, ou pas? Dixit à Marseillais, pas. Donc, on l'espère. On l'espère. Et alors, revenons donc, donc ce diplôme. Oui, les meilleurs sommeliers d'Europe et les meilleurs sommeliers du monde, c'est un vrai travail de détail, hein. Il faut tout balayer, que ce soit la partie scénique, la partie service, la partie dégustation. En plus, eux, ils ont moins de partie théorique, technique que dans le Master of Wine, mais par contre, ils ont effectivement toute la partie service qui est évidemment très conséquente. Et puis, ils ont aussi l'ensemble des boissons. Donc les cafés, les thés, les sakés, donc c'est effectivement un vaste programme. Et puis la gestion du stress sur une scène avec des milliers de personnes en finale. Parce que la dernière, Pascaline Lepelletier, qui était notre candidate française au dernier championnat du monde, elle a échoué à ça, quoi.
Elle a échoué à ça. Après, bon, les Français sont pas contents quand quelqu'un va pour la première fois à une compétition et finit 4e. Moi, je trouve que c'est une prouesse, que ce qu'elle a fait Sur quoi elle s'est est trompée ? formidable. Il y a un atelier de cocktail où elle n'a pas compris l'intitulé, où elle aurait pu très bien répondre, mais en fait, elle pensait qu'il fallait préparer les cocktails alors qu'il fallait répondre à l'oral. Et donc, malheureusement, elle n'a pas pris de points sur ce, et ça se joue parfois des heures sur et des heures et des heures et petit des heures et détail. des heures de préparation sur un petit détail, Jérémy. Ouais. Alors, tu as écrit 3 livres. Le premier, c'est en 2019. Tu parlais de quoi ? Le premier s'appelle Vigneron essentiel. C'est l'histoire de 26 vignerons du monde entier qui ont marqué l'histoire du vin. Et le deuxième, donc là, on était sur une prophétie plutôt, non ? Prophétie, Le vin de demain. On est sur quel vin pour demain, le vin face aux défis climatiques, donc un sujet on ne peut plus actuel, et plutôt un livre à la fois un point d'étape, mais un livre un peu prospectif et qui essaie de donner de l'espoir et de dire que la filière viticole peut être un exemple, qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, qu'on peut y arriver, et qu'en plus, pour un produit qui renvoie à la nature, si on y arrive, on montrera la voie. Voilà, ça c'est une belle leçon d'optimisme, mon cher Antonio. Alors, le dernier livre, il est là, il est venu spécialement, il est chez Duno, l'Odyssée du vin. Tu es venu avec quelques exemplaires, mon cher Jérémy, donc on peut l'acheter ce soir, on peut l'avoir également dédicacé. Donc d'abord, il est très beau, il pèse combien là ? Parce qu'il est lourd. Hein. Oh, j'en ai absolument aucune idée. Bon, allez, il pèse 2,30 kg. Il pèse 100 poids de Il cacahuètes. pèse 100 poids. Donc là, quelles sont les idées forces, c'est quoi ? C'est quoi le principe ? Tu as voulu parler de quoi exactement ? C'est une cinquantaine de voyages avec plein d'angles différents, parfois topographiques, parfois historiques, parfois sociologiques. Il y a 4 grandes parties. Il y a une partie, puisque tout part du vignoble. Hein. Pour faire un grand vin, il faut bien travailler son vignoble. Donc je parle d'abord des vignobles, des lieux. Ensuite, il y a une partie sur la main qui guide le raisin, donc les vignerons, avec plusieurs parties, les poètes, les défricheurs, les pionniers, etc. Ensuite, une partie sur les domaines. Et puis pour finir, bien sûr, on parle un peu du verre et de ce qui se passe dedans, et donc des vins. Les photos sont super belles. Qui les a réalisées ? Plein d'amis. Plein d'amis, ouais, ouais. plein de photographes différents. Ouais, c'est très sympa. Et alors toi, dans toutes ces rencontres, c'est compliqué. Hein, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué ? Une femme et un homme ? Oh, c'est compliqué d'en alors, sortir 2 femmes. C'est tous un peu mes bébés. Non, mais bon, voilà, on a parlé de c'est parce que c'est ce qui me vient et que tu viens d'en parler, mais on a parlé de Lily Bollinger. Je pense que voilà, Madame Bollinger a été une très grande femme de Champagne à une époque où c'était pas facile en tant que femme, en tant que veuve en plus. Et alors, en Champagne, il y a quand même beaucoup de veuves. Il faut se méfier quand on se marie avec une champenoise. Hein. Mais elle a eu une succession d'inspirations assez incroyables, que ce soit au niveau marketing, au niveau gestion humaine et au niveau technique. Donc je pense que c'était une très très grande femme. Et après, si je dois citer un homme, je dirais peut-être Christophe Abbé, qui est un vigneron peut-être moins connu en France, mais qui est un des très grands vignerons suisses et que j'ai classé dans la catégorie poète, qui d'abord fait des très grands vins et qui en plus a une forme d'intensité, qui vit ça, qui a une poésie dans la manière dont il en parle et dont il fait le vin qui est assez unique. Et au pays des All Blacks, en Nouvelle-Zélande, tu n'as pas eu d'émotion ? Si, bien sûr, dans mon premier livre, j'ai fait un grand portrait sur Clive Patton à Tarangui, qui est un type absolument incroyable, qui a replanté de ses mains des centaines de milliers d'arbres, qui s'est rendu compte que la Nouvelle-Zélande était quand même un pays qui était basé sur la déforestation et qu'il fallait donc reconstruire ce qu'on avait détruit. Et donc, c'est quelqu'un qui fait énormément pour l'environnement et qui fait aussi de grands vins. Et toi, ton meilleur souvenir de dégustation ? Alors fais-nous rêver. Pas forcément un vin cher, hein. C'est quelque chose qui t'a la plus grande émotion de ta vie. Bon, la plus grande émotion de ma vie, c'est, je pense, un Nebbiolo, donc un vin du Haut-Piémont, 1847. 1847. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est toujours un moment suspendu quand on boit un vin qui a 160 ans. Et c'est bon parce que c'est pas forcément parce que c'est vieux, c'est pareil pour les autres. Non, alors c'est bon quand c'est vieux, non ? On en a ouvert un certain nombre. Hein. Il y a eu du déchet. Il y avait un 1904 parce que c'est le dernier millésime qu'il y a eu avant qu'il y ait une grosse traversée du désert en Haut-Piémont. Il y avait même certains de ces vieux vins qui avaient complètement perdu leurs anthocyanes, donc la matière colorante qui s'était déposée sur les côtés, qui étaient devenus des vins blancs. Généralement, il y en a beaucoup qui sont un peu piqués, hein, où il y a une piqûre acétique et où donc les vins sont quand même très aigres. Par contre, ce 1847, le bouchon était parfait et le vin était fantastique. Il n'avait pas bougé de la cave. Et c'était vraiment une grande émotion. Jérémy, l'Odyssée du vin, il est avec nous, il est avec vous également. On l'applaudit chaleureusement. Merci Jérémy.